Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettez-vous d'accord, les débats aujourd'hui avec Ergun Toparslan, vice-président et porte-parole de Territoire de Progrès, Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête. Bonjour. Bonjour, et Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. Bonjour à vous. Et Jacques Miard, maire LR de Maison Lafitte. Bonjour Jacques. Il est en train d'arriver, de se connecter, parce que Maison Lafitte, c'est vachement loin. Donc, on l'attend. On va parler des images des massacres du 7 octobre qui ont été diffusés à l'Assemblée avec les réactions de ceux qui ont assisté à cette projection. Et puis la question, est-ce qu'il faut les montrer, les diffuser plus largement? On va faire un droit de suite sur nos débats d'hier avec le ticket restaurant. C'était le coup de gueule d'Alexandra Spinner sur la fin des tickets restaurants, enfin la fin de la possibilité d'acheter certains produits. Visiblement, le ministère de l'économie n'était pas tout à fait au point sur ce sujet. La menace de grève à la SNCF pour Noël. Est-ce que, comme en Italie, il faudrait interdire les grèves à Noël? Et puis les SUV, pareil, sujet d'actualité avec Anne Hidalgo et d'autres maires qui voudraient les interdire. On commence avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Je n'ai pas ma feuille, donc je ne sais pas par qui commencer. Commençons avec vous, Alexandre. Eh bien, avec un grand plaisir, Valérie. J'ai prévu un petit coup de gueule sur la politique de la chaise vide. Tous ces adeptes de la chaise vide qui, depuis maintenant quelques jours, décident de se démarquer en n'étant pas là. Alors, ça a été le cas dimanche avec le président de la République, qui avait ses raisons, qui a expliqué que, voilà, lui, il agissait, il n'était pas là pour manifester, très bien. Et maintenant, c'est Éric Ciotti, c'est le patron du Parti Socialiste, Monsieur Faure, qui décide de boycotter à leur tour la réunion que Emmanuel Macron organise à Saint-Denis pour réunir les partis politiques, essayer de leur dire des choses en off. Bon, très bien. Donc chacun fait sa petite tambouille, chacun fait son truc dans son coin, chacun a sa petite raison, mais dans un contexte où quand même l'unité nationale a rarement été aussi secouée, malmenée, chahutée, je pense que quand il y a des occasions de se retrouver, voilà, pour se parler, pour envoyer des messages, pour juste dire bon, on est ensemble, voilà, après on n'est pas d'accord sur plein de raisons, mais on est juste ensemble, voilà, qu'un président puisse parler aux responsables des partis politiques en off, ça me paraît pas une mauvaise idée, même si je trouve que le président ne devrait pas se mêler de tout, mais dans le contexte actuel, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Il en sort pas grand-chose, mais il en sort quand même quelque chose en matière de dialogue et d'échange, et puis de peut-être de choses qui peuvent se dire de manière tout à fait confidentielle. Et puis lorsqu'il y a une grande marche et que tout le monde est là, tout le monde doit y être, un point c'est tout. Voilà. Et cette politique de la chaise vide me paraît dangereuse, et là encore, elle reflète le piètre niveau de la classe politique française, où chacun fait de la politique politicienne. Il n'y a que des politiciens, il n'y a aucun homme d'État. Écoutez ce que disait ce matin Éric Ciotti, il était l'invité de Jean-Jacques Bourdin. Je l'ai dit, je l'ai écrit hier au président de la République, je n'irai pas à Saint-Denis. J'ai réfléchi, la décision n'était pas forcément évidente ou simple. Nous avons vu 2 fois le président de la République sous ce format. La première fois, je ne concevais pas de pas répondre à l'invitation du président de la République, c'était une démarche inédite. J'étais sceptique sur le fait d'être à la même table que LFI et que le Rassemblement National. Quand il y a de telles différences, il ne peut rien sortir d'efficace. On est dans un outil de communication. Outil de communication. Oui, non, mais on est d'accord. Mais c'est comme avec la diplomatie. Vous faites de la diplomatie, vous faites la guerre. Mais il y a pas d'entre-deux. Donc, à un moment donné, il faut que les gens se parlent. Ils sont pas d'accord avec le président. C'est le président. Voilà, c'est comme ça. Il faut jouer jouer la partie. Voilà, le fait de ne pas se parler, de se mépriser. Je pense que dans le contexte, avec les problématiques qui sont là, c'est idiot. Et d'autant plus idiot que, si Monsieur Ciotti a des choses à dire au président, qu'il lui dise en face. C'est bien. C'est un bon vecteur. Même s'il l'entend pas, c'est pas grave. Jacques Miard, vous en pensez quoi? J'en pense qu'en réalité, la chaise vide est un acte politique. Et je suis un peu en désaccord avec Alexandre, même si moi-même, je souhaite aussi l'unité nationale. C'est quelque chose, souvenez-vous, De Gaulle a fait la chaise vide à Bruxelles à un moment où il fallait effectivement que la France fasse entendre sa voix et bloque un système. Donc la chaise vide est un acte politique. On peut le regretter, mais je suis navré de dire que ça a une signification politique. Donc vous ne pouvez pas le retourner d'un revers de main. Le président de la République n'est pas venu en réalité à la manifestation, c'est pas une chaise vide. C'est que je pense, même si je suis anti-Macron à 1000%, c'est qu'il poursuit sur le plan diplomatique la position de la France au Proche et au Moyen-Orient, qui est une position d'équilibre. Je le souhaite. Voilà. Donc on ne peut pas, je dirais, sauter à une conclusion trop rapide.
Est-ce que ça sert à quelque chose, ces rencontres? C'est la question que pose un auditeur. Vous oubliez seulement que ces réunions présidentielles ne servent à rien, que du blabla macronien. Macron propose encore un coup de com' qui n'apportera rien. Et puis je rappelle aussi le refus de la majorité présidentielle, enfin de manifester en se pinçant le nez avec le Rassemblement national, tout en l'invitant à ce type de manifestation. Donc on peut aussi s'interroger sur la logique, et en même temps on n'en veut pas à la marche, mais en même temps on en veut bien pour discuter. Je pense que Ergun Topărslan. Je pense que c'est deux lieux différents. Tout d'abord, le premier était une représentation de partis politiques, et le second c'était une manifestation contre l'antisémitisme, et où d'un point de vue philosophique, certains ont exprimé des réticences, sans pour autant l'empêcher formellement, sachant qu'il y a eu un groupe du Rassemblement national qui a été à la manifestation. Moi, je suis plutôt d'accord avec Alexandre Malafé, où la politique... Interdit à Strasbourg. Hein. Interdit à Strasbourg. Merci de le préciser, c'est important. Ouais. La politique de la chaise vide, je pense, c'est un peu une solution de facilité pour beaucoup de personnes de se dérober sur plein de positions. On parle de cela à l'échelle nationale sur des sujets importants comme cette convocation-là. Mais ce que je constate aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'élus locaux, territoriaux, qui ont complètement disparu avec l'actualité pesante ces derniers temps. Beaucoup de maires qui réagissaient à n'importe quelle inauguration de toboggan dans leur ville. Ça fait quelques semaines, on les entend pas. Ils participent pas à beaucoup de rassemblements, ni de manifestations, ni après le 7 octobre, ni à celui de ce dimanche dernier. En vrai, la politique nécessite du courage, il faut en avoir. Si on se porte candidat, on porte le mandat qu'on a jusqu'au bout, sans esquiver les sujets, sans choisir ses sujets. Pardon. Samuel Lafont. Oui, je pense que l'auditeur que nous avons entendu a raison. À quoi ça sert? Je pense qu'on se pose trop peu souvent la question en politique, est-ce que ce qu'on fait est efficace? Alors, pourtant, ce qu'attendent les Français, c'est des résultats de leur politique. La réalité, c'est que quand Emmanuel Macron convoque différents partis politiques, on peut d'abord se demander si ça sert à quelque chose. On peut aussi considérer que c'est une simple opération de com' de Macron. Et on peut aussi se dire que, vu comment le gouvernement et Emmanuel Macron semblent avoir peu de considération pour l'Assemblée nationale et les débats à l'Assemblée nationale, on peut se questionner sur le fait qu'il déplace les discussions de l'Assemblée nationale à ses rencontres avec Emmanuel Macron. Sur ce qu'a dit Éric Ciotti, je trouve un peu particulier son propos, puisqu'il nous dit qu'il y a trop de différences pour discuter. Quand il était à table avec LFI, le Rassemblement national, moi j'ai envie de dire qu'à l'Assemblée, c'est quand même le but. Alors là, c'est pas pour l'Assemblée, mais c'est quand même le but de pouvoir discuter avec des gens qui sont pas du même avis. Ensuite, sur l'absence d'Emmanuel Macron à la manifestation, ce qui me dérange le plus, c'est les raisons pour lesquelles Emmanuel Macron n'a pas voulu aller à la manifestation. Et on va en parler prochainement. J'ai un mot à dire là-dessus. J'ai l'impression qu'il veut éviter un embrasement des banlieues surtout, et que il peut avoir ses positions, d'accord, mais il y a aussi cet aspect, notamment en ayant reçu Yacine Bellatar. Allez-y, c'est votre coup de gueule. Oui, mais j'ai un coup de gueule sur la réception de Yacine Bellatar à l'Élysée, puisque c'est quelqu'un que je connais bien, Yacine Bellatar. Alors, il a été condamné récemment pour menace de mort. Je vais vous citer les propos de Yacine Bellatar. Il a dit il y a quelques années, donc c'était en 2019, le 29 octobre 2019, nous, les musulmans, ne sommes pas dans un projet d'assimilation. La France doit s'habituer au fait que nous restons. Si vous ne nous aimez pas, nous avons préparé nos enfants. Préparer nos enfants à quoi? Il a dit également, les gens qui lui ont permis à Éric Zemmour d'arriver là où il en est paieront un jour. On paiera quoi? Également sur un plateau, je posterai sur mes réseaux à la sortie de l'émission la vidéo qui n'a pas encore circulé. Il y a plusieurs années, il avait sur un plateau de télé expliqué que les djihadistes faisaient des galipettes en Syrie, et il me militait directement pour le retour de djihadistes en France en méconnaissant la violence des actes là-bas. Voilà, c'est ça que Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée. C'est cet homme-là qu'il avait aussi nommé dans un conseil des banlieues. De coordination des banlieues. Et alors, on va y revenir. On doit marquer une pause. C'est l'heure du journal, mais on va continuer effectivement sur ce sujet qui a été extrêmement commenté hier sur les réseaux, de comprendre pourquoi Emmanuel Macron s'adresse à cet homme-là pour prendre la température des banlieues. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 300. Non mais 300. Le Black Friday de Costa n'a qu'un seul effet secondaire. Il laisse sans voix. Waouh. Voyagez avec le Black Friday de Costa. Réservez votre croisière avant le 30 novembre à partir de 399 € par personne. Info en agence de voyage ou sur costacroisière.fr. Costa.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous commentons l'actualité avec aujourd'hui Ergun Toparslan, vice-président et porte-parole de Territoire de Progrès, Jacques Miard, maire LR de Maison Lafitte, Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête et Alexandre Malafaye, président du think tank Sinopia. On va parler de ces images du 7 octobre qui ont été diffusées hier à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut les diffuser plus largement ? Est-ce que vous comprenez les réactions hier à la sortie de la projection à l'Assemblée nationale de certains membres de la France Insoumise? On va parler des tickets restaurants, de la menace de grève à la SNCF pour Noël et de bien d'autres sujets avec vous. Je voudrais qu'on reste tout de même sur le sujet, sur le coup de gueule de Samuel Lafont. Effectivement, on apprend par l'Express que Emmanuel Macron a consulté Yacine Bellatar, qui a été condamné à je ne sais pas, 4 mois de prison avec sursis pour menace de mort, entre autres, pour harcèlement face à des collaborateurs. Vous nous avez donné un peu son pédigré. On a du mal à comprendre effectivement que le président de la République choisisse cet interlocuteur qui lui a d'ailleurs conseillé de rester calme, enfin de faire attention aux banlieues. C'était un peu ça. On se demande si c'est parce qu'il y a un risque d'embrasement, alors, il y a beaucoup de Français qui se posent la question, ou si c'est aussi une menace d'une certaine manière. Surtout ne bouge pas, n'y va pas. Le plus important dans cette affaire, c'est pourquoi est-ce que cet homme-là est écouté par Emmanuel Macron ? Déjà, est-ce qu'il a besoin d'avoir quelqu'un comme ça à l'Élysée, même s'il est écouté par ses conseillers en fait directement. Est-ce qu'il a besoin d'avoir quelqu'un comme ça à l'Élysée pour savoir ce qui se passe dans les banlieues, pour comprendre ce qui se passe dans le pays ? Alors, on peut dire qu'il a peut-être besoin de recevoir des gens, puisqu'on avait remarqué avec Emmanuel Macron que lors de la crise des Gilets jaunes, il a mis des mois à comprendre ce que n'importe qui pouvait comprendre en 2 minutes dans la rue, et en passant devant un rond-point. Lui, il avait vraiment eu du mal à comprendre. Mais je pense que c'est tout à fait déplacé. Je pense qu'on est au tout début de la polémique. Là, ce que je vous ai dit sur Yacine Bellatar, c'est qu'une toute petite partie du personnage d'Yacine Bellatar. Il y a d'autres choses qui vont sortir sur lui, certainement, dans les prochains jours. Alors, ce serait des conseillers, Bruno Roger Petit et Frédéric Ross, qui aurait rencontré Yacine Bellatar, qui aurait effectivement qui est considéré comme un thermomètre et une personne ressource, je mets des guillemets, je cite l'article de l'Express, soulignant qu'il fait partie de ces sociologues opportunistes capables d'alerter sur l'état d'esprit d'une partie de la société. Donc la question que pose l'Express, c'est est-ce que le président de la République a été attentif aux remarques de Yacine Bellatar? Question, ça vous choque, ça vous interpelle, Jacques Miard? Peut-être c'est habituel pour les présidents de la République. Quand vous déjeunez avec le diable, il faut avoir une longue cuillère. Ouais. Et donc, jamais oublier, je crois que c'est une faute. Il a été mal conseillé parce que chacun sait que les préfets, depuis, je dirais maintenant des années, alertent sur le séparatisme et les difficultés dans les banlieues. Et quand on écoute notamment Keppel, on s'est aperçu qu'il y a eu une dérive des banlieues sous l'emprise, pas seulement, mais sur une grande emprise d'un intégrisme islamique. Donc je suis, comme Samuel, assez choqué par cet entretien à l'Élysée qui crédibilise quelqu'un qui ne veut pas que simplement du bien. Il avait dit je comprends et soutiens la communauté juive dans son émotion la plus totale face aux événements du 7 octobre, tout comme je soutiens le peuple palestinien depuis les bombardements du 8, 9, 10, 11, 12 octobre. Donc voilà. Alexandre ? Je pense que l'Élysée, en tout cas, devrait choisir ses interlocuteurs. Ça me paraît essentiel. A priori, là, celui-là est un peu sulfureux, donc c'est sans doute regrettable. Après qu'on parle avec des gens comme ça, il y a des services dont c'est le métier, services de renseignement notamment. Il y a plein de gens dont c'est le métier pour effectivement avoir tous les capteurs, essayer de comprendre, se faire une opinion, mais leur donner l'importance qui est celle-là à l'Élysée. En fait, ça vient une fois de plus troubler le message macronien. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de culte du en même temps autour d'Emmanuel Macron qui fait qu'à force d'être partout, il est nulle part. Et il ne défend pas, je suis désolé de le dire, il ne défend pas les valeurs qu'il faut défendre dans un pays comme la France. Il y a une édulcoration de nos valeurs, une satellisation de nos valeurs, on ne sait plus où elles sont, on ne sait plus sur quoi repose notre modèle, on n'a plus de projet de société, on n'a plus de destin commun, de narratif commun. Voilà, on a perdu. Alors effectivement, on ne sait pas s'il faut faire de l'assimilation, de l'intégration, du multiculturalisme, on ne sait pas s'il faut tolérer, pas tolérer, parce que il n'y a pas de cap, il n'y a pas de valeur, et moi je suis effrayé. Alors après qu'on reçoive effectivement à l'Élysée des personnalités qui font sens, je pense que c'est extrêmement
pertinent parce que ça donne un éclairage et ça montre qu'il y a une volonté d'écoute. Je pense à Tarek Obrou, par exemple, à Bordeaux. Voilà, là, il y a des gens avec qui on peut vraiment, le grand imam de Bordeaux, il y a vraiment des gens avec qui on peut parler, qui connaissent bien le monde musulman, les réalités des banlieues, qui sont confrontés à l'extrémisme, mais qui ont une position qui permet de donner de la crédibilité et puis qui notabilise un peu ceux qui, effectivement, s'engagent. Il était dimanche dans les rues de Bordeaux pour manifester contre l'antisémitisme. Et Macron, oxymore. Oui, c'est ça. Non, oui, certainement pour Tarek Obrou, mais il ne faut pas perdre de vue aussi qu'il y avait exactement les mêmes polémiques le concernant. Oui. Au moment où bien sûr, Alain Juppé le rencontrait, c'était un peu, il était aussi pointé du doigt. Donc, à un moment donné, si on commence à mettre des casquettes et des étiquettes à tout le monde, c'est vrai que ça va être compliqué. Yacine Bellatar, sauf erreur de ma part, et en tout cas, je mets tout le monde sur le fait de prouver ce qu'il raconte, s'il est vraiment intégriste ou autre. Moi, je sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il il a juste été condamné à 4 mois de prison pour menace de mort, donc si ça vous suffit ça, pas... pour menace de mort, ça en fait pas un islamiste. On n'a pas dit que c'était un islamiste. J'ai entendu intégriste ou islamiste. Est-ce que ça interroge sur quelqu'un qui va à l'Élysée, qui a été condamné pour menace de mort? Sortons de la religion et posons cette question. Voilà, donc dans ce cas, la question celle-là, oui, pourquoi pas, mais après, si c'est vraiment le meilleur indicateur pour prendre la tension, la pulsion des banlieues, moi j'ai quelques doutes, j'ai quelques réserves sur le fait que ce soit Yacine Bellatar. C'est un humoriste qui a un public, mais c'est absolument pas un curseur ou un indicateur de curseur de la tension dans les banlieues. On l'a bien vu au lendemain des émeutes qui ont eu lieu après le tragique événement de Naël. À part appuyer sur l'événement, il n'y a pas eu de grands mouvements ni de grandes indications qu'a pu nous donner Yacine Bellatar. Donc voilà, le fait qu'il puisse être écouté, pourquoi pas, par ses conseillers, je trouve ça plutôt normal. Pourquoi lui, pas d'autres? Peut-être qu'il y en a d'autres. S'il y en a d'autres, on aimerait bien les connaître aussi, quoi. Juste un auditeur me dit parler des insultes envers Macron durant la manif contre l'antisémitisme. Pourquoi n'en parlez-vous pas? Parce que je ne les ai pas entendus, parce que les gens qui étaient à la manif ne les ont pas entendus. Il n'y a pas eu de cris, il n'y a pas eu ça. Il y a eu certainement à un moment un groupuscule, il y a eu une altercation, mais pendant cette manifestation, il n'y a pas eu, comme il peut y avoir dans d'autres manifestations, Macron assassin, Macron complice, des choses comme cela. On ne les a pas entendus dimanche. Donc voilà pourquoi on n'en parle pas ici. Oui, juste pour enfoncer le clou sur Yacine Bellatar, sur l'affaire Yacine Bellatar, je rappelle quand même qu'il est écouté sur l'opportunité pour Emmanuel Macron d'aller à une manifestation contre l'antisémitisme et que cet homme-là nous expliquait que des djihadistes, donc des gens qui découpent, qui coupent des têtes, qui torturent, qui massacrent et qui brûlent vifs, les djihadistes en Syrie faisaient des galipettes. Voilà, c'est ça Yacine Bellatar. Oui. Allez, un petit coup de cœur pour vous, Jacques Miard, un petit intermède joyeux. D'habitude, je préfère des coups de gueule. Et Dieu sait qu'on peut aujourd'hui avoir beaucoup d'événements. Mais cette fois-ci, exception qui confirme la règle. Et cette exception, la voici. C'est le spectacle de La Belle et la Bête au château de Maisons-Laffitte. Alors vous me dites, tiens, il fait de la publicité pour ses affaires. Mais non. En réalité, je vais vous dire mon coup de cœur, c'est qu'en réalité, tout ce spectacle permet à 500 bénévoles, je dis bien 500 bénévoles, de venir jouer gratuitement. Et là, j'ai été stupéfait. C'est-à-dire que quand vous allez au spectacle, j'y suis allé 2 fois, vous vous apercevez qu'il y a tout un tas de bénévoles qui viennent jouer et qui jouent bien, qui jouent la scène dans les cuisines, qui jouent ensuite le bal final, et ce sont des bénévoles. Eh bien, je trouve que ça mérite qu'on en parle, et c'est la raison pour laquelle je les en félicite, et je vous recommande, bien évidemment, d'aller à ce spectacle qui est assez fabuleux dans les décors, dans un cadre fabuleux qui est le château de Maisons-Laffitte. C'est enregistré et je signale en coup de cœur votre livre Bye Bye Démocratie, le brûleux de l'année. Paru. Le brûlot de l'année. Absolument. Je vous le recommande. Pas cher, hein. Il est pas cher. Il est pas cher. Absolument. Chez votre libraire. Chez votre libraire. Donc voilà. C'est un de mes coups de cœur. Merci Valérie. Je vous en prie. Lafon Express. Allez, on va marquer une pause pour se remettre de toutes ces émotions et on continue. Sud Radio, votre avis fait la différence. Bonjour Chantal. Oui, bonjour et merci pour cette émission très intéressante. Merci beaucoup. Parce qu'elle remet l'église au milieu du village. Sud Radio.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Allez, on continue nos débats avec Ergun Toparslan, Jacques Miard, Samuel Lafont. On va passer à vous, Ergun. C'est un coup de cœur pour un débat qui a eu lieu hier sur CNews. Oui, un coup de cœur sur le courage de Dominique de Villepin qui a été se confronter à Gilles William Goldanel, qui l'avait accusé ouvertement d'avoir des liens économiques et affairistes avec le Qatar, ce qui le pousserait à tenir certaines positions en ce qui concerne le conflit Israël-Gaza, qu'il avait tenu d'ailleurs sur notre chaîne d'information, si je ne me trompe pas, c'était sur LCI. Donc hier, il a décidé d'aller dans l'émission la plus vue de CNews, donc l'heure des pros en soirée, et de s'expliquer, et surtout d'attaquer pour une bonne fois pour toutes, j'ai envie de dire, les rumeurs qui l'accusent d'affairisme et de clientélisme vis-à-vis du Qatar, parce que ce sont effectivement des rumeurs qui circulent depuis pas mal d'années sur le fait qu'il soit avocat d'affaires, proche de la famille royale qatari, et ces dernières positions qu'on peut critiquer sur le fond, d'ailleurs qu'on a critiqué sévèrement, seraient issues de cela. Évidemment, avec sa fameuse maîtrise verbale, son style et avec fougue et emphase, il a réussi à se défendre de manière très forte avec une formule qui a, je pense, marqué les esprits en direction de Gilles William Goldanel, où il dit c'est plus facile de jouer l'homme que le ballon. Un peu cocasse sur le plateau de Pascal Praud avec cette métaphore footballistique. Mais voilà, en tout cas, des accusations auxquelles qui étaient très graves envers lui, et il a décidé de les affronter directement sur un plateau. Sauf que moi, j'aurais fait un coup de cœur à Gilles William Goldanel pour ce qu'il a dit à Dominique de Villepin, qui, je trouve, moi, ne s'est pas très bien défendu, parce qu'il a eu cette phrase, je l'aurais relancée, il a dit « Je n'ai jamais été l'avocat du Qatar ». Il n'a pas nié. Il n'a pas dit je n'ai pas d'intérêt au Qatar, je ne défends pas des sociétés Qatar. Il dit je n'ai jamais été l'avocat du Qatar, ce qui est certainement une réalité. Et Gilles William Goldanel lui a aussi rappelé, il a dit il m'étonnerait qu'un jour je reçoive un prix et un chèque de l'ambassadeur du Qatar, et c'est ce qui vous est arrivé à vous, vous avez des liens avec le Qatar. Il a répondu oui, mais j'ai donné l'argent à des œuvres. C'est pas la réponse à cette accusation sur des liens avec le Qatar. Moi, j'ai trouvé que la réponse de Dominique de Villepin n'était pas. J'ai regardé un petit peu, on parle de 10 000 euros quand même. En termes de montant, je trouve que c'est assez anecdotique sur ce. C'est symbolique. C'est symbolique qui a été redistribué. Mais oui, dans ce cas-là, tous ceux qui ont des liens commerciaux avec le Qatar doivent être pointés du doigt aussi dans cet épisode. Je pense que c'est une grave erreur pour le coup. Quand on prend la défense du Qatar, encore une fois, d'où parle-t-on ? C'est pour ça que j'ai trouvé moi qu'il n'était pas bon. Des liens commerciaux avec le Qatar. Vous l'avez vu, non ? Vous l'avez pas vu ? Je n'ai vu qu'un extrait. Je ne sais pas ce qu'a fait ou ce qu'on n'a pas fait Dominique de Villepin, mais je pense qu'on a un vrai sujet sur les liens que peuvent avoir des politiques avec des pays étrangers. On avait vu cette affaire à Bruxelles de personnes qui étaient payées par des pays étrangers, ou en tout cas qui recevaient de l'argent et en liquide. En France, le Canard enchaîné la semaine dernière a rappelé les liens de certains politiques, certains journalistes qui sont payés pour dire du bien. Mais c'est extrêmement grave parce que, alors, sans donner de nom, quand on se comporte comme ça, on est un agent de l'étranger. On est un agent de l'étranger. Avant, ça faisait sens. Et c'était poursuivi et condamné. Et je pense que c'est important aujourd'hui parce qu'il y a, avec Internet, avec la possibilité de se déplacer plus facilement dans le monde, des gens qui peuvent être attirés par ce genre d'affaires à faire, c'est-à-dire à être rémunérés ou d'une manière ou d'une autre, et s'enrichir rapidement. Et il faut faire très attention à ce que nos élus ou nos représentants, ministres ou anciens ministres, ne soient pas touchés par ce genre de lubie. Il faut minimum le problème, non, quand même. Oui, mais si vous voulez, le problème derrière tout ça, c'est les images que ça renvoie. Moi, je crois que si vous voulez, parmi les éléments qui sapent complètement la confiance dans les dirigeants politiques, c'est cette espèce d'absence d'exemplarité et de mélange, de confusion des genres. Quand vous avez été Premier ministre de la France, comme également Jean-Pierre Raffarin, dont on voit bien aujourd'hui qu'il y a un engagement pour les Chinois qui est à minima étonnant. Voilà, j'en dirai pas plus, à minima étonnant. On va dire, vous pouvez pas dire ce genre de choses. Mais si je le dis, vous le prouvez. Mais attendez, c'est assez grave quand même. Excusez-moi, il faut le prouver. je vous le dis. Soit vous savez des choses, soit vous savez. Je dis simplement que c'est à minima étonnant de voir les prises de position, de voir les déclarations, de voir les engagements, de voir un certain niveau de liens qui vont au-delà des intérêts nationaux, en tout cas qui ont l'air d'eux. Voilà. Et ça pose question. Et quand vous avez effectivement un Dominique de Villepin qui, pareil, est pas clair par rapport à des pays comme le Qatar, qui en plus sont pas des pays amis. Voilà, je suis désolé, on fait du business,
mais c'est pas des pays amis. Je pense que quand on a été Premier ministre, quand on a exercé ce type de fonction, à un moment donné, il faut prendre de la hauteur. C'est-à-dire pour ça qu'à un moment donné, dans la Constitution, on avait dit, les anciens présidents de la République, hop, ils filent le Conseil constitutionnel, comme ça ils sont dans un rôle de prise de position et de hauteur. Vous avez été Premier ministre pendant des années, vous savez des choses absolument incroyables sur la France, sur les questions internationales, sur les questions de sécurité, vous devez être irréprochable. En tout cas, c'est, je pense, important par rapport à le message que vous envoyez à la population. Après que vous ayez besoin de vous reconvertir dans les affaires, pourquoi pas, mais choisissez vos affaires. Sinon, vous troublez le jeu, et après, il ne faudra pas s'étonner que là encore, les Français votent pas pour ces gens-là. Jacques Miard. Oui, alors, il est exact que le Qatar a une position singulière, y compris jusqu'en France, où il a investi avec force et précision. Pour ce qui est de Villepin, je pense effectivement qu'il est parfois, il a dû faire, je dirais, il doit faire attention parce que ça crée un trouble. Et pour ma part, il est exact que tous les politiques, tous les journalistes doivent se méfier. Les agents d'influence, il y en a toujours eu. Quand ça n'a pas été du côté de la CIA, c'est du côté des Qataris ou des Russes. Mais cela ne signifie pas pour autant que les politiques, les journalistes doivent agir avec prudence. Et ça, il y a un problème. Et pour ce qui est du Qatar, qui a servi dans de multitudes d'affaires, il y a eu la libération notamment des fameuses infirmières en Libye. Je crois savoir que le Qatar, à l'époque, était intervenu. Donc, on ne peut pas, au niveau diplomatique, ignorer les possibilités, et on est parfois obligé de parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le diable, parce que c'est comme ça, c'est la scène internationale. Mais pour ce qui est de notre attitude propre, que ce soit les politiques, que ce soit les journalistes, méfiez-vous. Je sais par exemple que l'Arabie Saoudite a une politique qui n'essaie pas de justifier vis-à-vis du peuple, mais choisit des têtes influenceuses. C'est-à-dire qu'elle agit auprès de grands journalistes, de grands politiques pour faire connaître, je dirais, l'Arabie Saoudite sur un visage, on va dire, plus sympathique qu'il n'est en réalité. Mmh. Donc on a des divergences sur cet entretien. Oui, c'est un point très grave parce que effectivement des personnes influentes sont approchées par des services étrangers, des personnalités étrangères. C'est pas nouveau, ça a toujours existé. Les services le savent très bien, c'est quelque chose de commun. Mais c'est à ces personnalités, encore plus quand elles ont été ministres, d'avoir une position très claire. On parlait de Dominique de Villepin, on peut également parler de Jean-Pierre Raffarin, effectivement, et on n'est pas les seuls sur ce plateau à être étonnés du positionnement de Jean-Pierre Raffarin, qui semble très amoureux de la Chine. Non, mais attendez, pour Jean-Pierre Raffarin, effectivement, vous savez, à l'Assemblée, il y a des groupes d'amitié. Et ces groupes d'amitié ont permis parfois à maintenir des contacts avec des gens avec lesquels les gouvernements étaient fâchés pour reprendre des relations plus normales. Donc il ne faut pas jeter la terre. Pour Raffarin, je ne m'exprimerai pas. Pour préciser, qu'on le veuille ou non, est une puissance mondiale sur le plan du commerce et sur le plan des investissements français. Jacques Miard, pour préciser ma pensée, je ne sais pas ce qu'a fait ou n'a pas fait Jean-Pierre Raffarin. Je remarque juste que de nombreux médias, et notamment le Canard enchaîné, se sont étonnés des déplacements très réguliers de Jean-Pierre Raffarin et d'autres attitudes. C'est tout. Moi, c'est juste aussi, pour conclure sur le sujet, à l'époque où tout se sait et on a accès à beaucoup de documents. Je pense que quand on tient ce genre d'accusation, il faut qu'on puisse, à minimum, prouver. Il n'a pas accusé, il s'est interrogé. Il a dit je m'interroge. C'est vrai qu'on s'interroge quand il y a des personnalités par exemple, qui prennent fait et cause. Interrogé sur les liens entre Marine Le Pen et la Russie, on a très vite trouvé des contrats de prêt, et des discussions et des échanges qu'il y a eu là-dessus. Donc, si les banques françaises avaient traité tout le monde d'une manière égale, on pourrait en discuter. Allez, je voudrais qu'on revienne sur les déclarations hier de l'imam Abdelhaim Mamoun. On va en reparler dans un instant après la pub. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord, et je voulais qu'on revienne sur ce débat que nous avons eu hier autour de l'imam de la mosquée de Paris qui était hier, vous vous en souvenez, au micro d'Apolline de Malherbe et qui demandait des preuves sur l'augmentation des actes antisémites. Et hier, il s'est fait un petit peu remonter les bretelles par la mosquée de Paris qui a fait paraître un communiqué disant qu'il n'était absolument pas solidaire de ses propos, etc. Donc il a fait la tournée des plateaux télé, je crois qu'il en a fait 3 ou 4 hier. Écoutez sa justification. D'abord, j'ai été choqué de la grandeur des actes antisémites que je venais d'apprendre. C'est le chiffre officiel du ministère de l'Intérieur. Je ne le connaissais pas. Donc au moment où on a régulièrement, qui est livré régulièrement à chaque intervention du ministre. Si vous permettez, laissez-moi répondre jusqu'au bout, ça permettra de clarifier au moins mes éclaircissements que je demande depuis ce matin et qui vont, on va dire, dissiper toute cette confusion et cette tempête qui s'enflamme depuis ce matin. Je répète, j'ai appris l'information sur le nombre, je parle du chiffre, ce matin par Madame Apolline de Malherbe, et ma question derrière de savoir et de connaître des détails de tous ces actes antisémites n'était pas pour remettre en cause ou demander des preuves ou de minimiser ou de nier tout simplement l'existence des actes antisémites en France. Au contraire. On va lui faire grâce de lui repasser son interview où assez clairement, il n'a pas dit « ah bon », mais autant de chiffres, il a dit « apportez-moi la preuve de ces chiffres ». Donc peut-être un commentaire, je sais pas. Quand cet homme a eu l'occasion de dire ce qu'il pensait directement, il l'a dit. Après, les bretelles ont été tirées et puis il change son propos. Voilà, rien d'autre à ajouter. Ouais, Ergun. Je sais pas, même s'il a minimisé ou je sais pas comment il a tourné ses propos, il a, je pense, déshonoré, si c'était le cas, la mosquée de Paris, qui a sauvé beaucoup de juifs lors de la déportation, et je pense qu'il a eu un rappel à l'ordre. Je sais pas si c'est mal exprimé, en vrai je veux pas écouter 50 fois aussi ce qu'il a dit. La réalité des actes antisémites, peu importe leur nombre et leur gravité, est un fait. L'augmentation depuis le 7 octobre est un fait. Se questionner là-dessus, ne pas l'avoir entendu ou quoi que ce soit, c'est à la limite si on s'est mis dans une grotte coupé du monde pendant quelques semaines. Mais j'arrive pas à expliquer ce genre de sortie. Ouais. Malheureusement ça rajoute à la confusion générale, ça entretient l'ambiguïté, les amalgames, l'attention, et ça donne crédit à... Il y avait un papier de Guillaume Bigot il y a quelques années, une grande tribune qui était publiée dans Le Monde et qui disait qu'en fait entre l'islam et l'islam radical, il n'y avait qu'un immense dégradé. Le papier était bien documenté et plutôt bien foutu. Et tout ça accrédite cette thèse. C'est-à-dire que voilà, il y a une espèce de complicité, de non-dit, oui mais, et tout ça s'entretient. Et chaque déclaration d'un officiel qui remet une pièce dans la machine recrée de la tension, des fractures entre nous, parce qu'il y a une réalité, c'est qu'il y a l'islam en France existe. Il va falloir qu'on vive ensemble les uns avec les autres, mais dans un projet qui est un projet républicain. Il va falloir que tout le monde soit républicain. Et aujourd'hui, il y a malheureusement beaucoup de prises d'opposition qui sont d'une part pas républicaines ou pas claires sur le sujet, et puis qui deuxièmement, dès qu'on commence à se mêler effectivement d'affaires internationales, importe un conflit, mélange tout, et puis derrière tout ça, mais voilà, l'antisémitisme, il est quand même assez répandu encore en France, et on le voit, les actes antisémites le confirment, et tant qu'il n'y a pas une espèce de front uni, de front commun, voilà, la manif de dimanche, on peut le regretter, mais c'est vrai qu'on a compté sur les doigts d'une main, enfin moi je les ai comptés sur le doigt d'une main, les représentants de la communauté musulmane, en tout cas, ne serait-ce que, voilà, je ne peux que le déplorer, comme il n'y a pas beaucoup de jeunes non plus, c'est désespérant. Le grand rabbin de Paris a précisé qu'on ne savait pas, on ne voyait pas la religion des gens à leur visage. Oui, mais enfin, c'est un peu facile quand même plus de résumer ça comme ça. Plus de 1500 actes recensés en France depuis, actes antisémites depuis le 7 octobre, pour préciser à l'imam de la mosquée de Paris, 560 faits anti-chrétiens et 130 actes anti-musulmans. Donc, alors ce ne sont que des plaintes, et ce n'est pas encore jugé, mais en tout cas, c'est des gens qui se sont signalés. Jacques Miard, sur cet épisode d'hier. Je vais vous dire une chose. Je vais vous redire le fond de ma pensée, c'est très clair. Bon, ce type-là s'est pris les pieds dans le tapis, point barre. Mais ce que nous devons défendre, pour ma part, je ne connais ni français juifs, ni français catholiques, ni français musulmans. Je ne connais que des citoyens français. Ouais. C'est-à-dire le projet républicain qu'il faut marteler. Et que malheureusement, les hussards de la République ont eu de mal à transmettre. Quand je dis les hussards, c'est-à-dire on a cru que c'était acté, on a cru que bien évidemment on était tous des citoyens, et malheureusement certains font la différence. Donc il faut reprendre ça. C'est un travail de longue haleine, mais bien évidemment cet individu s'est pris les pieds dans le tapis.
Passons à autre chose, non moins polémique. Les images des massacres du 7 octobre ont été diffusées hier à l'Assemblée nationale. La question, faut-il les diffuser plus largement? Et puis peut-être les réactions à la sortie, dont celle d'Aymeric Caron, que je vous propose d'écouter. Il faut quand même aussi avoir conscience que c'est un film qui est réalisé par l'armée israélienne, qui est monté par l'armée israélienne, et que donc bien évidemment il y a un but derrière la projection de ces images. Et moi je fais partie de ceux qui disent très bien, nous les avons vus, il faudrait que nous puissions voir également maintenant un film qui nous montre ce qui se passe à Gaza en ce moment. Je suis dégoûté de ce que je viens de voir, mais je suis aussi complètement bouleversé par les images de ces enfants qui sont tués, qui sont déchiquetés, qui sont rendus orphelins, et par centaines et par milliers, et dont, je suis désolé de le dire, on ne parle pas assez. Alors je pense qu'on en parle, je pense qu'il n'y a pas de nuance dans ce débat et c'est bien regrettable parce que c'est pas un camp contre l'autre, c'est une guerre terrible. Ça me fait penser ces arguments, et pardonnez, et comparaison n'est pas raison comme on dit, mais régulièrement quand je faisais des débats sur les femmes battues, on me disait oui mais il y a aussi des hommes battus. Oui. Il y a 1% d'hommes battus, 2% d'hommes battus. Je dis pas que c'est non, Valérie. Je dis pas que c'est je dis pas que c'est la proportion. Oui, je sais que c'est un de vos sujets. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi on ne peut pas dire tout simplement ce qu'on vient de voir est abominable. Voilà ce qui s'est. Pourquoi il y a toujours un mais? Pourquoi il y a toujours ce contre-pied? On peut aussi parler de ce qui se passe à Gaza. On peut parler de l'horreur de ces enfants orphelins, de ces bombardements qu'il y a. On peut en parler. Mais pourquoi toujours tenter de minimiser ce qui s'est passé, qui est absolument effroyable? Moi, je n'ai pas voulu voir ces images parce que je pense que je ne le supporterai pas. Tous ceux qui m'ont raconté ce qu'ils ont vu disent que c'est insoutenable. Et surtout, ce qui est le plus insoutenable, c'est la joie avec laquelle ces terroristes ont perpétré ces abominations. Et il y a des images, contrairement à ce que dit Aymeric Caron, si vous allez sur Al Jazeera, toutes les images sont montrées par la chaîne Al Jazeera. Pourquoi? Parce que c'est une stratégie de communication de la NUPES. L'objectif unique, c'est d'invisibiliser les auteurs de ces actes. En parlant du réalisateur, de l'armée, effectivement c'est l'armée parce qu'ils sont rendus sur place après que tout ça s'est passé. Mais est-ce que c'est le sujet en sortant? Donc pour moi ça a été complètement préparé, cette sortie-là. Elle est voulue, elle est maîtrisée, encore une fois dans cette stratégie pour essayer d'invisibiliser, comme je l'ai dit, les terroristes du Hamas et pas se les mettre à dos. C'est juste ça. Et c'est à ce titre complètement honteux de sa part. Oui. Alors, Aymeric Caron est à nouveau insupportable. Vous l'avez dit, il relativise des faits. Je tiens quand même à ce qu'on revienne sur ce qui s'est passé à partir du 7 octobre. Lorsqu'il y a cette attaque du Hamas, on a des terroristes qui visent à terroriser, qui attaquent des femmes, des enfants, des civils. Qu'il y ait des massacres odieux, on sait les enlèvements, etc. Il y a une réponse d'Israël en face, militaire, dans des actes de guerre, avec des dégâts collatéraux qui sont regrettables, évidemment, comme dans toute guerre. Mais le fait de dire il y a des dégâts collatéraux égale des terroristes sont allés massacrer des femmes, des enfants, des vieillards, c'est quand même, à mon avis, à minima malencontreux. Ensuite, je ne sais pas s'il fallait diffuser ces images, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que nos élus, nos représentants, aient conscience de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils ont la liberté de les voir ou de ne pas les voir, ils peuvent se renseigner. Moi, ça me marque particulièrement puisque je me souviens qu'il y a quelques années, une partie de la classe politique militait pour le retour de djihadistes en France. Dont on savait d'ailleurs que ces djihadistes, avec le droit à ce moment-là, ne risquaient quasiment rien. Parce qu'il y avait peu de preuves de ce qu'ils avaient fait sur place. On savait juste qu'ils avaient participé à quelque chose, mais on avait peu de preuves pour les condamner. Donc on savait que s'ils rentraient en France, ils auraient des condamnations très faibles. Et on avait des gens qui benoîtement nous expliquaient que c'était des gens qui s'étaient perdus là-bas et qui allaient revenir. Non, en fait, les images, elles existaient. Les vidéos de torture de l'État islamique sont extrêmement nombreuses. Je vous passe les détails, mais je vais quand même en citer quelques-uns. On voit des personnes qui sont enfermées dans des cages comme des chiens et qui sont brûlés vifs, filmés au ralenti. On voit des gens qui sont torturés. On voit des terroristes qui vous expliquent comment est-ce qu'on torture quelqu'un en direct en se filmant et en tuant quelqu'un pour faire des images de propagande. C'est filmé en français. Là, c'était en français. On voit des gens se faire tuer au lance-roquettes. On voit des gens se faire tuer au fusil à pompe. On voit tous les massacres, toutes les horreurs avec des gens, comme vous le disiez à l'instant, qui jubilent de cette violence.
D'accord ? Donc c'est important que nos élus, si ce n'est qu'ils voient ces images, au moins qu'ils soient conscients avant de faire des choix politiques. Oui, enfin, sauf que ça ne convainc que les gens convaincus. Jacques Miard. Oui, on est dans je dirais, une propagande de guerre, c'est clair. Et parce qu'il y a un moment, certains avaient douté de ces exactions qui sont similaires à ce qu'on a connu avec Daesh. Hein, il faut jamais l'oublier, où on a vu des gamins tuer d'un sang-froid des prisonniers ou des gens avec lesquels ils n'étaient pas du tout d'accord. Bref. Et puis, bon, c'est publié, mais il est bien clair que malheureusement, aujourd'hui, dans la guerre à Gaza, on a aussi des images extrêmement fortes. Pas de la même manière, mais le résultat, c'est que des enfants sont tués, etc. Donc, il faut savoir ce qui, pour moi, nécessite une solution politique rapide. Parce que si ça continue comme ça, on aura encore beaucoup je dirais, de victimes innocentes, mais surtout, et c'est ça qui m'inquiète, c'est que aujourd'hui, moi j'ai toujours dit à chaque ambassadeur israélien que j'ai rencontré à la Commission des Affaires étrangères, il est important qu'Israël soit accepté comme un État du Proche-Orient, c'est-à-dire qu'on trouve une solution politique. Or, malheureusement, toute cette guerre aujourd'hui va ne faire que la sempiternelle haine entre des peuples qui devraient pouvoir s'entendre. Ouais. Juste quand Aymeric Caron parle de propagande, ce sont des films de GoPro, les images ont été celles des combattants du Hamas, celles des terroristes. Donc oui, c'est l'armée israélienne qui les a récupérés et qui les montre. À ce titre, on peut parler de propagande, sauf que l'armée israélienne a décidé de les montrer devant le scepticisme de certains. Donc, non, mais moi, parce que certains niaient. Absolument. Parce que certains niaient qu'il y ait eu ces faits. Ouais, Alexandre. Moi, ce qui me terrifie quand j'entends les propos de M. Caron, c'est qu'il parle. En France, on a le droit de parler, mais le problème, c'est qu'il est écouté. C'est qu'il y a des gens pour qui il y a une accroche de ce message et pas dans des petites proportions. Il y a un sondage je crois que c'était l'IFOP qui a été fait il y a quelques semaines, il disait que 2% de la population française a de la sympathie pour le Hamas. C'est plus que ça, c'était 4 je crois. Non, moi j'ai me souvenir de 2. Mais si c'est rien que 2% sur l'échelle de la population, ça fait un paquet de monde qui est favorable. Et je dirais quelque part, des comportements comme ça, pour moi c'est je mets M. Caron sur le rang des traîtres, parce qu'il y a un enjeu de nation derrière tout ça. On peut pas continuer à laisser prise à des projets qui sont des contre-projets de société et qui effectivement qui mélangent tout, mais qui mélangent tout au nom d'objectifs politiques qui sont pas ceux qui consistent effectivement à faire vivre les valeurs de la République française. Ça c'est clair. Et sur ces images, oui, je pense qu'il fallait les montrer. Je pense qu'il est malheureusement utile. Mais pas un large public. Non, je pense pas qu'on soit. Non, mais c'est compliqué parce que c'est d'abord comment diffuser ça de manière restreinte. Dès qu'on va les mettre quelque part, ça sera urbi et orbi. Donc c'est très compliqué. Puis voilà, mais que par contre ceux qui ont besoin d'en connaître, comme on dit, pour vraiment être capable de prendre la mesure de la différence entre un bombardement et un massacre organisé, c'est important. Puis de voir quels sont les ennemis auxquels on est confronté. Parce qu'à un moment donné, pardon de le dire, mais face à des gens qui sont tellement déterminés, il y a que la mort qui règle le problème. Il y a que la mort qui arrête la partie. Et c'est aussi pour ça qu'Israël est engagé dans ce conflit, parce que ceux qui sont dans une logique ultra déterminée contre Israël, s'ils sont pas neutralisés, comme on dit en termes militaires ou gendarmes ou policiers, voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire demain, qu'est-ce qu'ils vont faire après-demain? Ils vont continuer. Donc malheureusement, il n'y a pas le choix. Alors, Jacques Miard dit, plus on va s'enfoncer dans cette crise, moins il y aura de solutions. Oui et peut-être non. Peut-être que justement il y aura vraiment un après, parce que là pour le coup c'est une guerre. Jusqu'à présent c'était pas une guerre. Et en général, je le souhaite, mais c'est pas de mal à veille, non, mais j'en sais rien. Je trouve qu'il y a quand même des choses qui frémissent quand on voit les positions de l'Arabie Saoudite, quand on voit qu'à un moment donné ils vont peut-être finir. Peut-être qu'effectivement c'est pas à Israël, j'allais dire en tant qu'État qui veut être un État juif, c'est pas à Israël de s'occuper finalement d'un groupuscule de population, d'un groupe de population qui a vocation à devenir un peuple. Aujourd'hui c'est plutôt un proto-peuple, les Palestiniens. Il faut qu'ils deviennent effectivement un peuple qui s'organise. Ouais, c'est pas encore. C'est pas dire ça. Si, je le dis, mais on pourra en reparler si vous voulez. Non, là, mais attendez, Jacques Miard, je termine il y a un peuple, mais il n'est pas encore organisé, structuré. Et puis voilà, on peut pas aller trop vite en besogne. L'État de la Palestine est reconnu par des dizaines de. Oui, il est reconnu, mais regardez l'histoire, Jacques Miard. On va pas la refaire maintenant. Mais pardon, il y avait pas de peuple palestinien au sens historique du terme. Vous pensez qu'ils devraient pas avoir du coup d'État non plus? C'est en train de se constituer. Et je pense qu'il faut donner. Mais
il n'y a pas d'État palestinien en tant que tel. Si, c'est connu, les Philistins, ils sont bien connus. D'accord, mais on va dire, appelons-les les Philistins alors, dans ces cas-là. C'est ça, Philistine en arabe. Très bien, d'accord. Alors appelons-les si vous voulez. On va pas faire ce débat là maintenant, parce que sinon on va pas. On peut, d'accord. Moi, ce que je veux simplement dire, c'est que je crois qu'effectivement, la solution viendra parce qu'il y a une dynamique palestinienne qui est en train de se constituer et qu'effectivement, il faudra qu'il y ait à un moment donné une solution. Je ne pense pas que ce soit Israël, que ce soit peut-être effectivement le mieux placé pour s'en occuper. Et je pense qu'effectivement, ce qui est en train de frémir en Arabie Saoudite, par exemple, de dire qu'il y a peut-être une solution arabe qui pourrait à un moment donné prendre la main et aider, peut-être que mieux que l'aura fait l'ensemble de la communauté internationale jusqu'à présent, ça pourrait être une bonne solution. Je suis pas certain. Alexandre, il faut connaître bien l'histoire et je rappellerai simplement, sans vouloir faire de la polémique, que le Hamas est né avec le soutien d'un certain nombre de services secrets occidentaux pour faire pièce à l'OLP. Voilà. Donc quand on joue les apprentis sorciers, comme les Américains en Afghanistan, parfois on a des retours de bâton. Oui, mais ça règle pas le problème. Justement, il faut pas continuer ce cercle, il faut pas jouer les apprentis sorciers comme les Américains. Encore une fois, après en Irak, après ce qui s'est passé après le 11 septembre, commencer à faire des folies au niveau de Gaza, parce qu'il n'y a pas de limite dans la barbarie ensuite. Donc aujourd'hui, on a vu quelques jours, pour parler des pays arabes et musulmans, ils sont incapables ne serait-ce de s'entendre sur une éventuelle sanction, embargo ou contrainte à la suite des événements qui s'est passé à Gaza. Donc ça viendra certainement pas d'eux, une solution sur la problématique. Aujourd'hui, est-ce que l'État d'Israël a intérêt, en voulant anéantir, faire disparaître les terroristes du Hamas, et c'est son droit le plus légitime, d'aller dans une proportion, dans une disproportion en termes d'attaques sur Gaza. C'est ça le sujet. Qu'est-ce qu'on reconstruit après quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qu'on aurait dit aujourd'hui? C'est-à-dire, faut peut-être pas écraser complètement l'Allemagne, faut faire attention aux populations civiles, on parle d'une guerre. Enfin, je vous pose la question. Je rappelle Dresde à chaque fois, qui a été absolument terrible en bombardement, mais c'est quoi une réponse mesurée? Vous savez comment se termine une guerre? Pardon? Vous savez comment se termine une guerre? Bah oui. Quand on obtient la paix. Qui veut la paix sur place? Voilà. Est-ce que des gens veulent vraiment la paix? Et quelle paix? Et c'est le problème depuis des décennies là-bas. Je termine, Jacques Ménard. On a eu les conflits malheureux en Europe, que certains appellent les guerres civiles européennes. On s'est entretués pendant deux guerres monstrueuses. À la fin, on voulait des paix, en fait, parce qu'on en avait assez que nos peuples. Je grossis le trait, mais ce massacre, et puis il y avait un gagnant, un vaincu et un gagnant, et puis on faisait un traité qui était plus ou moins bien écrit, plus ou moins avantageux pour chacun, et on faisait en sorte de maintenir la paix. Ouais. Allez, petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord. Femme. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous jusqu'à midi. Il nous reste peu de temps. Je voudrais qu'on revienne sur cette affaire des tickets restaurants. Et le gouvernement a-t-il manqué de clairvoyance ou d'anticipation? On en a parlé ici, puisque les tickets restaurants, c'était avec un dispositif qui avait été mis en place pour 1 an d'expérimentation. L'expérimentation arrive à la fin, puisqu'il pouvait être utilisé pour toutes les courses alimentaires. Ce dispositif arrivait à terme fin décembre, levée de bouclier hier, et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, ce matin, dit qu'ils sont en train de réfléchir à prolonger cette situation, mais politiquement, c'est quand même une erreur colossale. Ce sont les salariés qui ont besoin de ces tickets restaurants pour manger, que ce soit chez eux, c'est un complément. Donc il dit qu'il est en train de réfléchir à une évolution de ces tickets resto, mais politiquement, c'est quand même une erreur. Le sociologue Jean Viard disait il y a quelque temps que nos gouvernants ne connaissaient pas la société. Et là, on a l'impression en tout cas que le gouvernement ne comprend rien à ce que vivent les Français. Il n'avait rien compris, j'y reviens, à la crise des Gilets jaunes. J'ai l'impression qu'il ne se rend pas compte à nouveau de la réalité de la baisse du pouvoir d'achat des Français. Que les tickets resto aient été mis en place pour favoriser les restaurants, pour que les gens aillent déjeuner lorsqu'ils sont au travail, c'est un fait. Et la réalité, c'est que de nombreux Français utilisent cette partie de leurs revenus, parce qu'en fait c'est une partie de leurs revenus, pour faire leurs courses alimentaires et ensuite pour préparer des repas chez eux. Donc effectivement, quand on voit cette chute du pouvoir d'achat des Français qui ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts, et que le gouvernement, d'un simple coup de stylo, imagine pouvoir supprimer en fait cet élargissement de l'utilisation du ticket restaurant, et donc en fait
rogner sur le pouvoir d'achat des Français sans que c'est de conséquences, eh bien, quand le gouvernement agit comme ça, c'est qu'il ne comprend pas les Français. Et je pense que c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave de ne pas comprendre la situation de ces Français, de classe moyenne ou classe moyenne basse ou de Français vraiment pauvres qui ont tant de mal aujourd'hui à vivre dignement dans ce pays. Alexandre. Oui, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils sont plus bien nommés, ces tickets restaurants. Dans la durée, au départ, la décision avait été prise au moment de la crise sanitaire, parce qu'il s'agissait de permettre de déjeuner chez soi en utilisant un moyen de paiement qui permettait d'habitude de déjeuner à la cantine ou dans le restaurant près de son entreprise. Voilà, de fait, les modes de vie pour une partie des Français ont changé, donc on a introduit un avantage qui a été effectivement élargi dans sa mise en œuvre. C'est plutôt une bonne idée, sauf pour les restaurateurs qui sont frustrés parce qu'ils disent nous, au départ, on avait un truc qui était fléché pour vers nous, maintenant ça peut aller un peu partout, donc on manque à gagner, ce qui n'est pas forcément idiot en termes d'arguments. Voilà, après, personne ne va au restaurant avec des tickets resto. Qui aujourd'hui? Plein de gens. Ça peut arriver. Mais une minorité. En tout cas, moi j'ai vu ça régulièrement, encore récemment. Bon, enfin bref, c'est peut-être marginal, j'en sais rien, mais l'argument des restaurateurs. Les tickets restaurants sont pas au niveau des tarifs pratiqués. Enfin, je parle dans les grandes villes. On peut en payer par plusieurs. On peut les regrouper. Voilà, bref, enfin bon, c'est un sujet parmi d'autres, mais c'est vrai que malgré tout, c'est un sujet qui peut être posé par les restaurateurs. Ils sont légitimes à le faire en tout cas. Après, voilà, ça confirme qu'il y a une vraie crise de pouvoir d'achat, c'est sûr. Ça confirme aussi que le gouvernement cherche à assister les Français par tous les moyens. Ça pose de vraies questions. C'est pas le gouvernement pour le coup. Non, mais d'accord, mais quand le gouvernement pérennise une mesure comme celle-là, ça fait partie de toutes ces mesures comme la prime réparation. Ça revient comme la prime réparation braguette, fermeture éclair, réparation chaussures. Voilà, pas ma prime. On assiste de plus en plus les Français. On leur donne des moyens palliatifs parce qu'effectivement, il y a un vrai problème de pouvoir d'achat, de rémunération et de capacité à aider les Français. C'est contradictoire ce que vous dites. Vous êtes contre les tickets restaurants? Non, je suis pas contre. Je suis frappé par l'accumulation de tous ces dispositifs qui viennent effectivement rajouter de l'aide aux Français dans tous les domaines. Voilà. Et il y a une espèce d'étatisation en marche que je trouve assez extraordinaire. Alors, Jacques Miard. Écoutez, c'est assez simple. Je crois qu'il s'est effectivement pris les pieds dans le tapis parce que certainement qu'à un moment, il va falloir sortir de toutes ces aides indirectes qui, sur le plan économique, ne sont pas toujours non seulement bien perçues, mais efficientes. En réalité, c'est une question, je dirais, d'agenda. Parce qu'aujourd'hui, à un moment où le gouvernement, par ailleurs, dit qu'il va peut-être augmenter notamment les salaires des fonctionnaires, les traitements des fonctionnaires, et donc il prend cette mesure qui était un peu à contre-courant. Et donc, à mon sens, c'est un problème, je dirais, de timing, pour parler français. Et c'est aussi simple que ça, mais à un moment ou un autre, il va falloir sortir de toutes ces aides indirectes, parce qu'il vaut mieux payer correctement les gens que leur donner des aides indirectes, ça coûte moins cher. Je sais pas, parce que les salariés y participent. Ina Robert me dit encore un sujet pour des privilégiés. Non, les tickets restaurants, c'est pas pour les privilégiés, c'est vraiment. Non. Mais là, pour le coup, c'est pas le gouvernement, mais c'est les LR, en particulier les sénateurs, les Républicains, qui ont ramené cette prolongation-là, parce que c'était de base non pas une demande gouvernementale, mais une procédure législative. Donc aujourd'hui, ça revient au Sénat avec les Républicains. Je pense qu'il ne faut pas toucher aux tickets restaurants. C'est d'ailleurs, après la crise sanitaire, son utilisation a un peu évolué. Il faut adapter et je pense qu'il faut pérenniser cette utilisation-là. Mais il faut également penser, comme ce qui vient d'être dit par Alexandre Malafy tout à l'heure, aux restaurateurs qui, pour le coup, ont constaté que 40% des tickets restaurants, pour le coup, étaient directement utilisés dans les magasins. Mais dans tout ça, à chaque fois, remettre le couvert sur le gouvernement, je pense qu'au contraire, ça montre encore une fois notre vivacité démocratique avec un Sénat qui peut faire des propositions et le faire ensuite adopter par le gouvernement si cela va dans le bon sens de l'intérêt général. 5 millions de salariés qui ont des tickets restaurants. On comprend aisément que les restaurateurs qui bénéficiaient de ces tickets restaurants, veulent continuer d'en bénéficier et sonnent alarme d'une certaine manière en disant il faut absolument que ce soit fléché vers nous. Mais le point le plus important, il a été dit par Alexandre et par Jacques Miard à l'instant, c'est que on a une multitude d'aides de politique du chèque, alors que le vrai problème en France, c'est la question du pouvoir d'achat, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, c'est simple, c'est le revenu moins les dépenses contraintes. Et après, qu'est-ce qui reste pour les Français à la fin du mois? Et ce qu'il faut, c'est qu'on ait le plus possible de rapprochement entre le salaire net que touchent les Français et le brut. Et aujourd'hui, on a
on a une fiscalité qui est délirante, et derrière, il y a une tentative de correction de cette fiscalité par ces mesures dont on sait toujours de toute manière elles ont des effets de bord et qu'elles ne sont jamais aussi efficientes qu'une administration bien tenue avec une fiscalité basse et des Français qui touchent un salaire convenable. C'est fini pour aujourd'hui. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.